Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Sadr Salam, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Une intervention de ce jour dans une actualité très chargée. Une intervention de taille avec une thématique que vous avez souhaité de la développer parce que vous êtes un historien, vous êtes un fin connaisseur de ce qui se passe dans le monde musulman, notamment en termes de gestion de l'islam. Ici en France et d'ailleurs, la thématique de ce jour, radicalisation, la responsabilité des grands caïds de l'islam en France. C'est la première fois que j'entends parler des grands caïds. Y a-t-il des caïds de l'islam en France ? Eh bien, c'est une formule qui date de la déclaration de Jean-Pierre Chevènement contre les petits caïds. Il a valu beaucoup de commentaires défavorables. Et les grands caïds, c'est emprunté à la politique de Lyoté pour pacifier le sud du Maroc. Et au moment où Jean-Pierre Chevènement a commencé son Chara avec beaucoup de sens de la nuance, de précaution, etc., pour ne pas se tromper, au ministère, on disait nous avons une politique des grandes mosquées, c'est-à-dire qu'ils choisissent les mosquées qui ont un minaret, une grande visibilité, beaucoup d'argent. Et c'est ce qui a été à l'origine de cette formule des grands caïds. Et ça correspond au choix par l'État d'interlocuteurs qui ont une visibilité et à qui il confère une légitimité dont on a vu qu'elle était factice. Mais malgré ça, il reste ses interlocuteurs préférés. Et moi, quand je me balade moi dans des banlieues dites difficiles, comme la semaine dernière où il fallait 1h30 pour attendre le RERB, les jeunes sont dans la victimisation totale, on est stigmatisés, ils accusent la police, ils accusent les commentateurs, ils accusent Sifawi, qui est un des leurs, au moins par son prénom, ils accusent Gilles Kepel, etc. Mais ils ne sont pas exhaustifs dans les accusations. Il faut désigner la responsabilité des gens qui sont dans les circuits depuis une vingtaine d'années, parmi les responsables de grandes mosquées et de grandes fédérations aussi, comme on disait à l'époque, comme l'UOIF dont personne ne parle, qui avait le vent en poupe temps de Sarkozy parce qu'on lui a fait croire qu'elle avait un poids électoral, dont on s'est aperçu qu'il était voisin de zéro. Donc il faut poser la question des responsabilités internes à la communauté musulmane. Voilà des gens qui sont là depuis 45 ans, comme le frère de Lyon. Celui de Paris est là depuis 1957. Il a toujours été avec Hamza, son père. Moi, j'ai trouvé un document daté de septembre 1980, donc ça nous fait une quarantaine d'années, où la grande mosquée de Paris, du temps de Cheikh Hamza, secondée par Fidel, l'actuel, voulait organiser l'islam. Donc ça donne une idée de l'ancienneté de ces premières tentatives et de la déprime que l'on ressent quand on voit la maigreur du résultat. Donc, ils ont commencé à réfléchir à ce problème-là. Ils ont abordé tous les aspects de la question, notamment le côté financier, les alliances, les tournées dans le Golfe, l'obéissance à des colonels de renseignement qui ont leur interlocuteur préféré choisi en fonction de leur capacité à renseigner. On a transformé les mosquées en antennes de renseignement pour plusieurs polices, pas seulement les colonels d'ambassade. Mais on a négligé de s'occuper du côté éducatif. Il suffisait de regarder chez les voisins.
les religions du livre, comme le judaïsme ou le catholicisme. Jacques Chirac, qui a été célébré puis vite oublié, a dit, moi j'ai de l'admiration pour la communauté juive, quand il était à la mairie de Paris, quand une délégation de juifs demande à me voir, parmi les gens qui arrivaient d'Europe de l'Est, il me demandait d'abord l'autorisation d'ouvrir une école avant de penser à une synagogue. Midrash, on dit en hébreu. Les catholiques ont un réseau d'écoles privées à caractère propre, à qui l'État, du temps du franc, versait 30 milliards de centimes par an au titre des conventions et des contrats d'association. Et alors, c'est des gens qui étaient impliqués dans le dialogue islamo-chrétien, judéo-arabe, judéo-islamique. Ils connaissent l'intelligence de ces communautés voisines, mais ils n'ont jamais pensé à s'en inspirer pour encadrer une jeunesse. Dès le début, cette jeunesse avait besoin d'être instruite, encadrée, éduquée. Elle avait besoin d'avoir des établissements pour soit instruite à domicile pour lui éviter d'aller au Yémen, en Syrie, ou en Afghanistan, au Pakistan, en Arabie Saoudite, où ils reviennent avec des idées qui font trembler la laïcité tous azimuts. Eh ben non, parce qu'on a fait de l'islam en France quelque chose de très spécifique. On ne parle que de financement et de soutien étatique. Les soutiens occultes des États de l'immigration ou des pétromonarchies auxquels on a voulu ajouter ce qu'on a appelé la baraka administrative de l'État laïque. Parce qu'au moment où vous êtes reçu, filmé devant le ministre ou le bureau central des cultes, c'est une valeur ajoutée par rapport au soutien réel en monnaie, son antécédissante, son invitation au colloque, en tournée dans le Golfe. Et ce sont des gens qui se contentent de cela. Il faut interpeller fraternellement, sans ouvrir des polémiques inutiles, comme celle ouverte par ce bavard là, qui parle d'islamophobie et qui a incriminé le ministre de l'Intérieur lui-même, parce qu'il n'est pas venu prendre le jeune avec lui dans un des stades, et il l'a pratiquement rendu responsable du terrorisme. C'est quelqu'un qui devrait être interdit de parler, même si la démocratie devrait permettre la liberté toute la minute. Donc on a un champ de ruines où il faut, maintenant on a une opinion musulmane, il faut qu'elle fasse alliance avec tous les Français de bonne volonté qui sont plus nombreux qu'on le croit, pour interpeller ces responsables. La responsabilité, c'est pas un honneur, c'est pas des privilèges seulement, ce sont des obligations, ce sont des devoirs. Pour mériter la confiance mutuelle, il faut correspondre au profil défini par l'islam et aussi par la laïcité qui impose une obligation de résultat. Mais vous avez parlé, il est temps que les musulmans se réveillent quelque part, parce qu'il y a une élite quand même autre qui est capable de faire beaucoup de choses pour le bien-être de cette communauté, pour l'intégrer définitivement dans ce paysage français. Sauf que le souci qui se pose, nous avons, comme vous l'avez bien dit, toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes institutions, et que l'État elle-même, il ne faut pas l'oublier non plus, l'État elle-même, nous attendons, ça fait maintenant presque 2 ans, cette déclaration de M. le Président de la République de mettre les jalons, une feuille de route quelque part par rapport à l'islam ici en France. Sauf qu'il n'y a rien qui a été fait et les problèmes s'accentuent avec les attentats, avec les dérapages gauche-droite, avec cette histoire de voile, avec cette histoire de CNews et ce qui va avec Zemmour, les identitaires. Il y a tout un mélange. C'est une confusion inégalée que la France vit ces derniers jours. Mais comment peut-on faire pour faire entendre cette minorité ou majorité silencieuse que vous défendez auprès des musulmans et auprès des institutions? Moi, j'ai déjà salué la patience et le temps que prend le président Macron avant de prononcer le fameux discours tant attendu. Et j'ai dit que attendre, c'est plutôt une vertu, et c'est le signe qu'il ne s'est pas contenté de l'approche de Hakim El-Karoui. Je pense qu'aux à côté financier de l'affaire, et accuse tout ce qui lui déplaît ou tout ce qu'il ne connaît pas de salafistes, comme Malek Ben Nabi, pour lui, est devenu un salafiste
mettre à penser de Abbassi Madani. Les Algériens ont éclaté de rire quand ils ont lu cette idiotie. Donc, d'un côté, c'est le signe que les rapports de l'Institut Montaigne et de Hakim El-Karoui, qui visiblement est à la recherche d'un petit strapontin, si on l'a fait élire député, chargé des finances, etc., il ne serait jamais mêlé de l'islam. C'est l'échec de l'intégration politique qui accroît les effectifs de l'islam parasitaire, les gens qui viennent chercher dans l'islam des éléments de carrière pour rebondir et faire oublier leurs déboires dans la laïcité. Bon. Mais là, il ne faut pas oublier que nous sommes en période électorale. Nous sommes à quelques mois des municipales, que la majorité actuelle craint de perdre. Et moi, je l'ai dit depuis Sarkozy, puis Hollande, qui est un peu plus respectable, que tout pouvoir de gauche, de droite ou du centre, quand il a un bilan maigre sur les plans économiques et social, a recours à cette soupape de sécurité électorale, c'est le vote sécuritaire et le vote islamophobe comme force d'appoint pour éviter la débat. Et c'est avec beaucoup de regret que je constate que les marcheurs, qui avaient beaucoup de sympathie pour du public pour leur côté novateur, non conformiste, eh bien, ils sont en train de ne pas échapper à la règle et de recourir à ce discours pour rivaliser avec Marine Le Pen et depuis quelque temps avec Marion Maréchal. Et donc, c'est un côté usage politicien du dossier de l'islam qu'on a laissé en suspens pendant des décennies sans faire avancer les dossiers sensibles, parce que le côté éducatif, ce n'est pas le béni-oui-ouisme qui consiste à dire oui, monsieur le ministre, oui, monsieur le préfet, oui, monsieur le sous-préfet. C'est le travail quotidien de sourd et discret qui consiste à éduquer cette jeunesse, qui est très demandeuse de connaissances sur un islam moderne, pacifique, tolérant, adapté à la laïcité. C'est faisable sur le plan théorique. Mais la politique est un art simple, mais tout d'exécution, mais dans le domaine de l'exécution, ça coince. Parce que nous avons un islam parasitaire, un islam de carriéristes qui sont là à vie. Et vous savez qu'il a été question de limitation des mandats, comme pour le pape à l'époque, on voulait qu'il ne reste pas au-delà de 65 ans. Et on a répondu en disant que le pape n'a pas de mandat, il a une mission sacrée, donc à durée illimitée. Nos recteurs qui sont à l'image de cette branche du Vatican, ils sont là pour toujours, ils n'ont pas de compte à rendre à l'opinion musulmane, ils n'ont de compte à rendre qu'à leur soutien financier et politique de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Sadr Salem, devant cette situation qui est alarmante, comme vous le décrivez? Qu'est-ce qu'il faut faire? À titre d'exemple, on ne va pas plus loin. Il y a des grandes mosquées qui sont connues, hein, donc il y a des personnes qui sont connues, qui sont sur la tête de ces institutions depuis un certain temps. Instruits ou non instruits, hein, donc je ne vais pas y aller, je vais donner quelques noms. Hein. Il n'y a aucun problème pour ça, tout le monde les connaît. Donc il y a le CFCM, avec M. le Tariq, avec Dalil Boubaker, maintenant avec M. l'avocat Hafiz. Il y a aussi. Ce sont deux personnages totalement différents. Boubaker a la volonté d'avancer parce qu'il a une certaine expérience, il a déjà présidé le CFCM, oui. Mais c'est bloqué par ce bonhomme-là de CNews, qui est manipulé par l'avoucaillon dont vous avez parlé. Et cet avoucaillon, il est à l'origine de la désignation du malencontreux Sifawi dans un programme de déradicalisation conçu au début de cette année en concertation entre Paris 1, l'université la Sorbonne Paris 1, et l'Institut de la mosquée de Paris. Or, M. Sifawi n'est même pas pratiquant, il ne vient jamais à la mosquée, et c'est l'avoucaillon qui l'a envoyé pour alors que l'Institut de Razali, il y a des enseignants. Des choses à dire dans 15 ou 17 ans d'ancienneté, et on trouve son nom comme un cheveu sur la soupe, comme on trouve son nom dans la pétition anti-Zemmour. Sifawi pose plus de problèmes que Zemmour en matière d'islamophobie. Il a entretenu l'islamophobie. Il a une vision vraiment manichéenne, sommaire et réductrice du radicalisme.
sait pas ce que c'est que la religion musulmane, l'éthique musulmane, l'akhlaq ou il ignore tout. Il est là pour jouer pratiquement au supplétif de la police. Or, les vrais policiers demandent à être déchargés de cette fonction tout sécuritaire qui deviennent très lourds pour eux. Ils sont demandeurs de prévention par l'éducatif. Donc, il faut donner les moyens aux établissements qui existent, qui fonctionnent au ralenti. Notre frère Copan l'a réclamé publiquement, c'est-à-dire dans des textes critiques, et a réclamé à l'administration laïque de lui détacher. Voilà, donc voilà une occasion où l'État, après les drames qui se sont produits, après les dérapages verbaux, après les excès qu'on peut expliquer par la peur, demande la contribution à la prévention de la radicalisation. Et voilà que le projet est dévié juste pour retrouver un petit emploi à ce Tifaoui. Et c'est à cause d'un des membres de la société d'Habous, l'avocat dont vous parlez, et qui sévit aussi à l'émission islamique. L'émission islamique porte une grande responsabilité parce qu'il y a beaucoup de terroristes qui sont jamais venus à la mosquée. Donc, c'est pas la faute des imams, alors que l'émission islamique aurait pu les toucher chez eux ou dans les cafés. Comment il peut les toucher l'émission islamique? En ayant une programmation intelligente. Or, la programmation derrière laquelle il y a Djelloul Begoura et Maître Hafiz, ils ne sont pas spécialistes ni des médias, ni de l'islamologie. C'est une émission qui mérite le mot islamique avec beaucoup de guillemets. Ils sont en dehors du temps, ils sont déconnectés par rapport. Ils nous ont fait une émission le 15 mai de l'autre année, à la gloire des généraux algériens. On a vu le général Touati, qui fait partie de la Haïtaba, interviewé à une émission religieuse. Ça a été un scandale. Un général de l'armée algérienne qui est passé à la... Oui, Maître Ali Haroun, un des théoriciens de l'éradication qui a été à l'origine de 250 000 morts en Algérie, oui. L'interruption des élections de janvier 92, et le général Touati, qu'on appelait le mort, c'est-à-dire le cerveau oui. qui réfléchissait pour les autres généraux qui n'ont pas de cerveau. Alors là, c'est encore plus grave là. Oui. Et ils ont révélé qu'ils sont les agents de ces généraux-là. C'est une émission de l'ancien DRS. Je n'hésite pas à le dire. Et si on veut vraiment avancer, il faut demander des comptes à ces types-là. Et donc, Dali Boubacar, il est programmé pour faire lui-même, malgré son âge et son état de santé, il paye de sa personne pour aller à la séance aux séances de la déradicalisation à la Sorbonne, mais ce Tifaoui, on le lui a imposé. Alors que, bon, Tifaoui, il a été hystérique au colloque entre la FIF et la Ligue islamique mondiale. Pas sur tous les plateaux, il s'est mis à crier comme un malade mental. Et une institution religieuse l'impose et prend le risque de faire échouer ce programme qui a toutes sortes de chances de faire avancer les choses. Donc, si vous voulez, on a parlé de la mosquée de Taoual, le contre-exemple, l'exemple à ne pas suivre. L'arbre de Keshat, il a fallu des décennies pour qu'il soit démasqué et condamné par la justice laïque. Il a fait de l'islam vraiment un fonds de commerce, un élément de sa carrière. Et il avait tous les moyens intellectuels, parce que son niveau intellectuel est plus élevé, mais il a un bilan éducatif nul, parce que c'était pas sa tasse de thé. Si vous le permettez, M. Sadr Slam, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, et après vous, il y a M. Tariq Obrou qui aura la parole. Tariq Obrou aussi. Je finis juste la question parce que le temps presse, si vous le permettez. Vous êtes quelqu'un qui connaît ce dossier d'une manière assez importante, tout le monde le reconnaît, qu'on soit clair. C'est un acquis. Et c'est un avantage par rapport à cette émission de vous avoir parmi nous de temps à autre pour nous donner des détails bien cachés, quelque part, et bien ignorés avec un grand nombre de personnes qui suivent ce dossier. Qu'est-ce que vous pouvez préconiser vous-même en tant qu'historien de l'islam contemporain pour qu'on s'en sorte de cette crise? Ça, c'est le minimum à dire. Oui,
Tal Koblu fait partie des problèmes. Avec toute l'amitié que j'ai pour lui. Je l'ai croisé, c'est un brillant orateur, très instruit, plus instruit que la moyenne des imams, mais il crée des illusions dangereuses en faisant croire aux Français de bonne foi qui ont raison d'avoir peur, en leur promettant un tout autre islam, avec l'air de dire que c'est l'orthodoxie islamique, sunnite notamment, qui serait responsable du terrorisme et de la radicalisation. Quand il a dit qu'il faut changer de théologie après le Bataclan, il a été remis à sa place par Jean-Pierre Chevènement. Implicitement, ça veut dire qu'il y a une théologie qui rend licite le meurtre. Non. Toutes les théologies interdisent le meurtre et l'inceste. Et tous les autres interdits sont dérivés de ces interdits principaux. Et lui, il fait croire que par ses passages sur les chaînes d'information continue, avec son... Écoutez, on va certainement poser la question à M. Tal Koblu tout à l'heure, mais dites-moi, quelle solution que vous pouvez proposer pour que cette crise s'arrête et on passe à autre chose? Les crises ne s'arrêtent pas parce que le vrai terrorisme, c'est les retombées de crises internationales. Et la seule fois où la France a été épargnée, c'est quand le président Chirac a refusé de suivre les Américains en 2003 en Irak. Il y a eu des attentats à Londres, à Madrid, mais jamais en France. La meilleure protection pour la France, c'est une politique de paix, conforme à la tradition gaulienne. Bon. Deuxièmement, il faut donner les moyens à la communauté musulmane, des moyens humains et financiers que permet la laïcité, notamment sur le plan scolaire. La laïcité, elle est pluraliste sur le plan scolaire. On peut avoir des établissements à caractère propre pour enseigner le ulum diniya, c'est pas le fait religieux enseigné par un franc-maçon ou un athée ou je sais qui. Le ulum diniya, c'est la quintessence même de la foi musulmane enseignée par des musulmans de manière à désamorcer ce processus qui rend licite au nom de la foi religieuse le bas. Or ça, c'est à portée de la main. Mais on n'a pas... il faut rappeler qu'il y a une demi-douzaine de projets d'établissement français, de l'université française, proposés par des professeurs comme Harkoun, Meraz, qui ont été sabotés par des ministres qui s'appellent Jospin, Allègre, Jox, parce qu'ils ne voulaient pas d'intellectuels, des poids lourds comme eux, ils voulaient des ignares qui renseignaient leurs conseillers et qui folklorisaient l'islam et dont on a exagéré l'influence électorale. Parce que depuis 20-25 ans, à chaque fois qu'un homme politique bien constitué parle de l'islam, il pense spontanément au vote musulman. Donc il fait appel à des gens qui croient en mesure de lui rapporter des voix. Et là, on s'est trompé, par exemple, sur le poids électoral plus haut. Il y a la plus grosse. Donc on va parler de l'affaire de M. Sarkozy. Oui. Et donc il faut les moyens, il faut établir, il faut rappeler quelqu'un comme Harkoun, c'est moi-même qui l'ai amené chez le frère Boubacar. D'accord. Parce que en 1994-15, quand Pasqua a inauguré l'Institut musulman de la mosquée de Paris, Jalil voulait constituer, de la manière la plus perspicace, un conseil scientifique. Il m'a sollicité, je lui ai dit, il n'y a pas mieux que le frère Harkoun. Et Harkoun m'a dit, si tu vois que c'est l'intérêt des musulmans, je dis, on est venu, mais il y a 2 collaborateurs, recteurs, connus pour leur inculture et qui étaient indisposés par l'arrivée d'un poids lourd comme Harkoun, qui ont tout fait pour saboter la présence d'Harkoun dans ce conseil scientifique. Et ça a valu à l'Institut de la mosquée une 12aine d'années de retard. Il s'est remis à fonctionner que dans les années 2000. Et donc Harkoun et Merad sont vraiment les contre-exemples à citer pour mettre les laïcs devant les responsabilités et les musulmans aussi. Écoutez, le message est clair. Hein, donc, d'après vous, il y a une responsabilité de l'État aussi. Évidemment, au moins quand il choisit des gens non représentatifs et qu'il intronise contre l'avis des fidèles, uniquement parce qu'il les croit en mesure de dénoncer. On peut dénoncer l'intégrisme à longueur de journée, être inculte et corrompu.
les 20 ans d'expérience montrent qu'il y a des gens qui entrent les couloirs des ministères, mais qui n'ont pas le profil conforme à l'éthique musulmane, qui fonde la légitimité sur l'ilm ou le taqwa. Le taqwa, bon, on ne sent pas les corps et les reins, mais du point de vue de l'ilm, force est de constater que il n'y a pas de grands ulama parmi les grands caïds du CFM. Il faut revenir vers l'islam d'en bas, qui a une jeunesse instruite. Il suffit de lui apprendre. Il y a des élections qui sont prévues, hein, d'après ce que j'ai entendu parler. Pour le CFM, oui, mais quand on bloque le CFM, parce que M. Zekri voulait le titre de délégué général, il voulait faire comme Bouteflika, c'est-à-dire changer la constitution selon ses humeurs. Il voulait changer les statuts du CFM pour créer le poste de délégué général. Et comme on lui a refusé, le CFM est bloqué. Et lui, il passe sur toutes les télés en s'attribuant le titre qu'il n'a pas obtenu. Le mensonge est interdit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est encore plus grave, là, oui. Oui. Voilà quelqu'un qui vient de l'amicale des musulmans, des Algériens en Europe, qui avait un rôle de flicage de la communauté, qui était contre les mosquées, parce qu'il ne collaborait qu'avec les mairies communistes, mais comme l'amicale avait un budget FLN, parce que c'était l'émanation du FLN en France, à partir du pluripartisme de 89 en Algérie, on a supprimé le budget du FLN en France. Les FLN, ils sont devenus un parti parmi d'autres. Alors, ce M. Zekri et les autres bureaucrates de l'amicale ont découvert les côtés financiers, sont mis à venir à la mosquée, à voir les possibilités de prélèvement de la taxe halal, de recevoir des subventions occultes des pétromonarchies, d'aller visiter quelques ministères en Algérie si on a des copains, etc., sans passer à l'étape finale, c'est de promettre à des imams qui exercent à Annaba ou à Constantine ou à Mila de les détacher en France. Il leur demande de leur faire un versement des avances. Il y a un phénomène de bakshish. Ce phénomène, si vous le permettez, M. Sadr, parce que là, je suis à 17h, là, donc je dois donner la parole à M. Tariq Obrou. Pourquoi pas de consacrer une émission là-dessus? Le bakshish et la gestion de l'islam. Voilà. Oui. Eh bien, écoutez, un rendez-vous pris. On reparlera dans la semaine par rapport à cette thématique qui peut aussi éclairer l'opinion publique, mais aussi les responsables politiques sur ce qui se passe dans ce dossier qui fait la une ces derniers jours. Monsieur Sadr Sellami, historien de l'islam contemporain, bienvenue quand vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.